Le futur nous oblige déjà à nous familiariser avec une expression, la réalité virtuelle. L'adjectif est bien français, ça veut dire qu'il existe un état de possibilité dont toutes les conditions essentielles à la réalisation sont réunies. Quand on dit qu'une équipe, par exemple, a virtuellement remporté le championnat, ça veut dire que c'est presque chose faite. Or, les prodigieuses découvertes de l'informatique nous ont conduit, déjà, à une réalité virtuelle aux possibilités immenses. Les plus connus, bien sûr, sont ces jeux vidéo où, à l'aide d'un gant et d'un casque, on pénètre et interagit dans un univers, mais il y a beaucoup plus sérieux que cela. Par exemple, la télévision, vous le savez, nous permettrait à l'instant de vous montrer ce qui se passe en direct à Paris au moment même où je vous parle. Mais la réalité virtuelle, elle, nous permettrait de nous y rendre, d'entrer dans un musée, par exemple, d'y circuler, d'interagir donc en ce lieu, même si dans les faits, on serait toujours à Montréal. Une équipe du match de la vie s'est montrée intéressée aux découvertes fantastiques que l'on fait dans le domaine de la réalité virtuelle et déjà appliquées en médecine ou comme ici à CAE, à Ville-Saint-Laurent, dans le domaine de l'aviation. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un espace de réalité virtuelle, c'est un espace où on est englobé et interactif. Vous êtes effectivement un acteur réel, en chair et en os, mêlé à un environnement synthétique complètement artificiel, fait de polygones lui aussi, mais dans lequel vous interagissez, c'est-à-dire que les gestes que vous posez, vos déplacements, vont faire que cet univers virtuel va être modifié. On se pose généralement beaucoup de questions entourant la définition de la réalité virtuelle. Dans un premier temps, il faut dire que la réalité virtuelle découle du travail de recherche en informatique et en animation par ordinateur, ce qui a conduit à la réalisation de l'image de synthèse. À partir de ces images, les chercheurs ont voulu interagir dans ces univers. Le virtuel, c'est exactement le contraire du réel. Autrement dit, l'idée de base, c'est avec les images par ordinateur, de simuler le réel. L'idée, au fond, c'est de réinventer la réalité à notre goût, hein, selon nos besoins, selon les nécessités de toutes sortes de la vie quotidienne, industrielle ou disons, les idées artistiques les plus flyées. Et on est en train de créer une sorte de deuxième monde. Je ne sais pas si c'est un cataplasme par rapport au monde réel qu'avait créé le bon Dieu. On parle de plus en plus de la réalité virtuelle. Le grand public a commencé à prendre conscience de ce monde il y a 3 ou 4 ans. Pourtant, il y a plus de 10 ans, une compagnie canadienne, CAE, travaillait déjà avec la réalité virtuelle par le biais de simulateurs de vol servant à la formation des pilotes d'avion. Dans notre domaine, la réalité virtuelle existe depuis une douzaine d'années. On a travaillé sur le développement d'un casque très avancé qui est utilisé pour entraîner les pilotes, surtout dans le milieu militaire. Le casque crée une image synthétique qui permet à un pilote de penser qu'il est au milieu d'une situation de combat et que là où il regarde, il voit une scène qui correspond complètement à la mission qu'il est en train de pratiquer durant son entraînement. Ce casque à fibre optique vaut près de 3 millions de dollars. Il permet de présenter un champ de vision de 120 ou 160 degrés selon l'utilisation. On porte ce casque, et je vais vous montrer un peu comment ça se porte. Et dépendant du mouvement de la tête, au mouvement de la tête, l'image qui est créée est montrée directement à l'œil, correspondant à la position de la tête. Partout où on regarde autour, on voit une image qui correspond à une autre réalité. Les pilotes, quand ils sortent de ces séances d'entraînement-là, la première fois, ils vous disent quoi? Est-ce qu'ils sont surpris? Oui, parce qu'une fois qu'ils portent un casque et qu'ils commencent l'entraînement avec, ils oublient complètement que c'est une simulation. Ils sont plongés dans la réalité, dans l'entraînement, dans la mission qu'ils pratiquent. Et c'est un entraînement qui souvent leur cause des sueurs, transpiration, etc., surtout si la mission est dangereuse.
Chez CAE, on développe également des systèmes permettant de réaliser à distance des opérations dans des endroits dangereux pour l'homme. Ici, l'image de l'ordinateur est remplacée par celle de la caméra. Le travailleur peut ainsi se diriger où il veut par de simples mouvements de la tête qui donnent les signaux à des caméras installées dans les milieux hostiles. Le système de stéréoscopie permet également, en reproduisant parfaitement l'effet de profondeur, d'opérer avec plus de précision. On pourrait se servir de ça, par exemple, pour aller inspecter des robinets où il pourrait y avoir des fuites de produits dangereux, radioactifs. Il y a aussi des champs ou des produits toxiques qui ont été laissés. Et parfois, des opérateurs ne veulent plus y aller parce que c'est trop dangereux ou on ne connaît pas la teneur de ces produits-là. Alors, ce serait un produit idéal pour aller inspecter, grâce à un robot, aller inspecter un champ où on a déposé des déchets. Donc, on parle d'une combinaison de deux applications, la robotique d'une part et la réalité virtuelle de l'autre. Oui, exactement. Il y a moyen de combiner les deux aussi. Ça dépend toujours des applications. C'est le client qui va déterminer ce qu'il veut. La réalité virtuelle a également fait son entrée dans le monde médical. Une équipe formée d'ingénieurs de l'École de technologie supérieure, de Polytechnique et de chirurgiens de l'hôpital Sainte-Justine travaille à un important projet qui touche le cas de scoliose, une déformation de la colonne vertébrale. La réalité, c'est la vertèbre, c'est l'os du patient. Et le virtuel, c'est l'image tridimensionnelle qu'on retrouve sur l'écran de l'ordinateur. Et quand on met ensemble les mots réalité et virtuel pour former la réalité virtuelle, c'est lorsque le médecin peut interagir avec l'image lorsqu'il est dans la salle d'opération pour voir le parcours de son outil vers l'os sur lequel il est en train d'opérer et voir ce geste-là sur l'écran de l'ordinateur. Un des problèmes qui nous a particulièrement amené à ce projet, c'est qu'on doit, pour fixer ces tiges-là à la colonne, utiliser certaines vis qui s'implantent dans la colonne. Et le problème est celui-ci, le chirurgien, quand il opère, n'a accès qu'à ceci comme vision et ne voit pas la portion antérieure de la colonne. Et il doit, pour implanter ces vis, les implanter dans la colonne vertébrale, mais dans la portion antérieure qu'il ne voit pas normalement. Je peux donc voir maintenant sur l'écran toute la vertèbre dans toutes ses dimensions, en avant, en arrière, ce que je ne vois pas normalement durant l'opération. Je le répète, j'ai accès uniquement à ceci. Mais avec ce système-là, maintenant, je peux voir évidemment avec précision l'endroit où la vis doit être insérée. Je peux déplacer mon guide, qu'on peut imaginer être la drille, jusqu'à ce qu'il soit dans la direction voulue. Et donc, à ce moment-là, insérer la vis avec beaucoup plus de précision et beaucoup moins de chances de faire un faux trajet. Alors donc, ici, le système qu'on a développé actuellement, on parle encore d'assistance chirurgicale. Il n'y a pas encore question d'un robot qui va faire l'opération sur le patient sans qu'il y ait de présence physique de chirurgien. Et il y a encore un chirurgien qui est là et on parle simplement d'un système de réalité virtuelle qui nous aide à nous guider durant l'opération. Les progrès réalisés dans ce domaine sont le résultat de nombreuses années de recherche. Le Centre ECHO, associé à l'UQAM, s'occupe de formation des ressources humaines ainsi que de projets de recherche et de développement avec des partenaires de l'industrie. Tout le système de réseau de télécommunications qui est en train de s'installer avec les projets d'autoroute électronique, le multimédia avec ses capacités interactives et la réalité virtuelle sont en train de se combiner pour créer des espaces virtuels interactifs qui sont accessibles naturellement par réseau. Et c'est beaucoup sur ce sujet-là qu'on travaille en essayant de l'aborder de différents points de vue. Ici, on voit la structure de tram. On se sert d'une métaphore qui ressemble peut-être à une carte de métro, peut-être à un réseau de tramway, d'où vient le nom tram. Et ce qu'on a, c'est une série d'endroits qui sont thématiques. Alors, dans le modèle qu'on a développé ici, on combine les deux. Il y a une forte présence de réalité virtuelle lors de la navigation, qui sous-entendrait dans un avenir approché, par exemple, qu'on puisse avoir un système de lunettes, ce qu'on appelle en anglais un head-mounted display, qui nous permet justement de visualiser directement ces espaces tridimensionnels, d'interagir avec ces espaces, soit avec un gant ou une souris tridimensionnelle. Et une fois qu'on est rentré dans une de ces banques de données, dans un de ces lieux, à ce moment-là, on aura un mélange de 3D et de 2D, et on sera capable de faire des sélections, on sera capable d'interagir, de faire un travail, un certain nombre de prises de décision à l'intérieur de ces différents environnements virtuels. C'est là, c'est sur tablette, puis on le prend et on s'en sert. On parle déjà de résultats concrets pour le consommateur.
Chez Homer Dessert, le service multimédia répond à des demandes qui touchent de plus en plus le domaine de la réalité virtuelle. Bon, je suis dans un centre d'achat et je consulte une borne interactive. Je vais aller voir un spectacle et je cherche du côté des variétés. Et du côté des variétés, bon, le Cirque du Soleil est de retour à Montréal, alors je vais aller voir. On me dit qu'il y a une prolongation jusqu'en janvier. Je veux voir le show, je regarde, je sélectionne un preview du spectacle. Je suis intéressé à réserver, je passe à la réservation. La particularité de ce système-là, c'est selon les billets que je suis prêt à payer, je vais savoir combien de places sont disponibles, à quelle date, et je vais pouvoir observer de mon siège la scène pour voir si le point de vue me convient. La réalité virtuelle, l'image de synthèse, le dessin assisté par ordinateur sont des besoins, sont des nécessités d'entreprise. Et ces besoins-là, c'est immédiat. C'est des besoins immédiats. On ne veut pas investir dans de la recherche et du développement. On a un besoin, on veut le satisfaire maintenant. Et c'est ce que nous faisons. Mais à quoi peut-on s'attendre au cours des prochaines années et surtout, quelles sont les questions que l'on doit se poser face à cette nouvelle technologie? À quoi va ressembler ce monde virtuel? Qu'est-ce que c'est qu'on va y trouver? Et sur ça, on peut avoir des visions, on peut retourner dans le temps, on pourrait recréer des environnements de nos ancêtres, on pourrait retourner dans la préhistoire et créer des environnements préhistoriques, comme on pourrait naturellement avoir quelque chose de complètement futuriste et purement une œuvre d'imagination ou une œuvre mythique. C'est certain qu'on est au début, que comme ça relie la recherche, le développement, le marché, l'argent, les fantasmes, le jeu, ça rejoint tout. Et je crois qu'à un moment, on pourrait se dire qu'on arriverait à mélanger le réel et le virtuel, que j'opposais tout à l'heure, comme deux réalités vraiment complètement différentes, pour arriver à des sortes d'univers hybrides. Univers hybride où il y a des éléments du réel mélangés à des éléments du virtuel et on peut s'y perdre. Ça vous coûte $12 au lieu de 10. Vous pouvez jouer à deux, vous pouvez vous tirer l'un sur l'autre. Alors le jeu qu'on nous proposait, c'était que moi j'essaye de tirer sur ma femme, que je voyais apparaître sous une forme d'une figurine dans un espace de réalité virtuelle, et elle essayait de me tirer dessus, jusqu'à ce qu'on se tue tous les deux. Évidemment, on arrive à des choses, à mon sens, complètement délirantes. Pour des adultes, c'est peut-être pas si grave, et encore, mais pour des enfants, oui. Par exemple, la conséquence sur la vision, si on utilise des systèmes de basse qualité optique ou de basse qualité en termes de détails, il y a un certain danger quand même que ça affecte les yeux. De l'autre côté aussi, il y a la question de l'orientation. Une fois plongé dans un monde synthétique, à moins de faire très attention à la corrélation, par exemple, entre le mouvement de l'image et le mouvement physique, il est possible de créer un malaise physique. Il est possible qu'une personne se sente malade au bout d'un certain temps. Lorsque les gens, par exemple, regardent 24 heures ou 26 heures de télévision par semaine, on pourrait se poser la même question. Est-ce que les gens s'isolent en regardant la télévision à un aussi grand nombre d'heures? La même question va se reposer quand on va avoir des systèmes de réalité virtuelle où l'expérience est encore plus accaparante au niveau sensoriel qu'est la télévision dans le moment. On est à peine entré donc dans ce champ rempli de possibilités que déjà on retrouve le vieux danger qu'un humain a toujours représenté pour un autre humain. Déjà, on parle de réglementation rigoureuse comme on l'a fait dans le domaine de la génétique. Le meilleur avenir, c'est évidemment en chirurgie, en développement industriel, mais il y a le pire aussi qui pourrait survenir. Pornographie, fausse représentation parapsychologique. Autrement dit, la réalité virtuelle cède la place à la réalité réelle, si vous me permettez le pléonasme, celle qui veut qu'un humain soit en même temps le plus grand danger qu'il ait à courir.